Bonsoir à tous pour ce conseil municipal du 15 mars. Je vais commencer par faire l'appel. Pour ceux qui nous rejoindraient après l'appel, je vous demanderai de manifester votre présence avec le chat, s'il vous plaît. Donc, Auger Martine présente. Thierry Anceau. Présent. Laure Leloup. Laure Leloup. Alors Laure, je vois ton... Il me semble que je vois ta vignette. Tu réponds dans le chat si on peut pas t'entendre. Michael Dlus est à mes côtés, donc il est présent. Cécile Bézier. Cécile Bézier. Présente. Merci. Khaled Belmeki. Présent. Laurence Lopez. Présente. Dominique Dugast. Présent. Nathalie Lapica. Présente. Fabien Joyot. Présent. Capucine Leloup. Présente. Dominique Mansueto. Présent. Lisby Delaunay. Lisby Delaunay. Présente. Merci. Moussa Tchaïbou. Moussa. Moussa Tchaïbou. Présent. Merci. Luc Gemet. Présent. Présent. Luc Gemet. Oui, merci Luc. Marc Lefranc. Présent. Michel Laure. Présent. Odile Le Falaire. Odile Le Falaire. Dans le chat pour manifester votre présence si votre micro ne fonctionne pas. Valérie Guillain. Valérie Guillain. Pareil, dans le chat, si votre micro ne fonctionne pas. Christelle Jolivet. Présente. Marie-Vonne Hervy. Présente. Valérie Thébault. Valérie Thébault. Alors, dans le chat, je vois que Laure Leloup est présente. Donc, Valérie Thébault dans le chat, si le micro ne fonctionne pas. Émilie Mpaka. Présente. Damien Vallée. Présent. Adrien Caille. Présent. Jean-Luc Deroin. Présent. Joël Lebouvier. Joël Lebouvier. Isabelle Grousseau. Isabelle Grousseau. Pareil, manifestez-vous dans le chat si vous êtes présent. Anne Charpentier. Présente. Nadine Beck. Présente. Jérôme Mercier. Présent. Cécile Hortin. Présente. Arnaud Goujon. Présent. Merci. Je refais l'appel des personnes qui n'ont pas répondu. Odile Le Falaire. Présente. Valérie Guillain. Valérie Guillain a des problèmes de connexion pour entendre ce que l'on dit. Est-ce qu'elle peut se manifester dans le chat? Est-ce qu'elle... Je lui conseille ça. Ok, merci. Valérie Thébault. Valérie Thébault. Joël Lebouvier. Isabelle Grousseau. Alors, pour l'instant, comme 4 personnes ne se sont pas manifestées ni à l'oral, ni dans le chat, pour l'instant, Valérie Guillain, Valérie Thébault, Joël Lebouvier et Isabelle Grousseau ne sont pas considérées comme présentes.
Très bien. Nous allons ensuite désigner le secrétaire de séance qui est dans l'ordre de la liste comme convenu. Donc, Khaled Belmeki pour ce conseil municipal. Et nous allons passer à la première délibération qui est toujours la même. Pendant ce temps-là, je vais juste vous rappeler quelques règles, peut-être de fonctionnement en visio. Vérifier que tout le monde a bien micro éteint et caméra éteinte. Ça économise la bande passante. À l'issue de la présentation des délibérations, vous pouvez dans le chat demander une prise de parole et à ce moment-là, je la donnerai dans l'ordre d'arrivée du chat. Je viens de voir que, alors madame, j'arrive pas à voir, Le Bouvier est donc présente. Donc Joëlle Le Bouvier est présente. Très bien. Donc, je vous remercie. Du coup, la première délibération est la délibération assez classique. On a changé l'ordinateur et là, normalement, ça marche. Je vous demanderai d'éteindre vos micros, s'il vous plaît. Ah, là, tu m'entends en plus? Oui, là, je ne sais pas qui c'est, mais je vous entends, oui. Okay. Donc, si c'est Valérie Thébault, est-ce que c'est Valérie Thébault? Oui, pardon. Donc, tu es présente? Madame Grosso a des problèmes de connexion. D'accord. Donc, Valérie Thébault est présente. Et Isabelle Grosso a apparemment des problèmes de connexion. Donc, comme Valérie Guillain, a priori. Du coup, donc je reprends. La première délibération est sur les modalités techniques d'organisation de la séance du conseil municipal. Vous la connaissez maintenant, c'est une délibération classique qui sert aux conseils municipaux en visio et ou en présentiel. En l'occurrence, là, à part Michael Glus qui est à mes côtés, tout le monde étant distanciel, puisque effectivement, lors du dernier conseil municipal, nous avions eu des problèmes de captation, de prestations techniques. Du coup, voilà, là, a priori, ça fonctionne mieux. Juste une précision dans la délibération. Le vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public organisé par appel nominal. Effectivement, à l'issue de la délibération sur le DOB, je reprendrai l'ordre de la liste du conseil municipal en vous demandant le vote pour le ROB. Comme ça, cela permettra d'avoir un décompte effectif des voix en direct aussi lors de cette séance en visio, puisqu'on n'a pas de logiciel de vote à distance. Voilà, donc déjà, je vous demande par rapport à ce projet de délibération, donc s'il y a des abstentions, alors, Madame le maire, je souhaite pouvoir intervenir si c'est possible. J'ai envoyé un message dans le chat. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà. Vous me permettez de terminer le vote sur la délibération, Madame Heurtin? Merci. On voudrait pouvoir intervenir avant le vote si c'est possible. On a une intervention sur cette délibération. Sur la délibération technique? Oui, sur la délibération technique, tout à fait. Eh bien, alors, allez-y, puisque le vote n'est pas commencé. Intervenez sur cette délibération technique. Merci, Madame le maire. Alors, tout d'abord, on réitère ce que l'on a dit au moment de la commission, puisque Madame Grosso n'arrive pas à se connecter. On considère que Madame Le Bouvier n'a pas été convoquée dans les délais sur cette instance et qu'il n'a pas été fait le nécessaire pour qu'elle puisse avoir accès dans les temps aux éléments de convocation. Ça a d'ailleurs été indiqué, je crois, dès vendredi, on était même déjà hors délai. Donc, il me semble déjà qu'il y a un problème concernant la convocation. Et concernant les modalités techniques de cette délibération, Madame le maire, pour la première fois, vous nous imposez l'organisation de ce conseil municipal à distance. En effet, on ne reviendra pas sur les modalités. Il laisse, effectivement, l'ordonnance laisse la possibilité aux collectivités territoriales qui le souhaitent dans le cadre de cette pandémie d'organiser leurs conseils municipaux en visioconférence. Pour rappel, ça n'a pas fait du tout l'objet comment dirais-je, d'échanges en amont. Et donc,
ce point, déjà, nous aurions aimé pouvoir échanger. Dans la convocation, effectivement, c'est prévu que la réunion sera à distance. Il y a des modalités techniques que vous évoquez. Cela dit, la délibération, encore une fois, reste imprécise puisqu'elle prévoit que soit la séance pourra se tenir en visioconférence ou en présentiel. À ce stade, nous n'avons pas eu le choix. Elle prévoit une modalité de vote par le chat. Vous venez d'indiquer d'ores et déjà que ce ne sera pas les modalités qui seront retenues. Enfin, si dans les grandes collectivités, tous les élus sont équipés et on voit bien la contrainte que ça peut avoir, ce n'est pas le cas pour la commune de Thoiré. Cela constitue donc un véritable problème de notre point de vue, car effectivement, tous les élus ne sont pas équipés ou bénéficient pas d'un équipement identique, surtout quand on souhaite imposer une visioconférence. Et du coup, nous trouvons que c'est fort dommageable. Et surtout, on souhaiterait revenir d'ores et déjà sur une question fondamentale, c'est est-ce que vous souhaitez imposer pour les séances à venir la visio ou c'est tout simplement une question d'opportunité face à un conseil municipal qui a dû être réorganisé, un petit peu, on va dire, contrainte et forcée par une remarque de la préfecture. Voilà. Merci, Madame le maire. Alors, ce que je constate, je prends note de la difficulté pour les conseillers municipaux de se servir et d'utiliser les moyens, les nouvelles technologies. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que tout le monde est présent avec 2 personnes qui ont du mal à se connecter. Et ça, les problèmes techniques, on en est tous tributaires. Pour preuve, et ça me permet de rebondir sur la convocation de Madame Le Bouvier qui a été envoyée dans les temps. Madame Le Bouvier ne s'est pas manifestée dès que l'envoi des convocations a été faite pour dire qu'elle ne l'avait pas reçue. Nous avons été informés très très tardivement du fait de cette erreur technique. Moi, je suis pas informaticienne. Pas plus que je ne suis autre chose. Donc voilà, c'est fort regrettable que Madame Le Bouvier n'ait pas eu le document de la séance. J'en suis la première désolée. Nous avons rectifié le tir ce matin, mais effectivement, en tout cas, le dossier du conseil municipal lui a bien été envoyé dans les temps. S'agissant pour la suite des prochains conseils municipaux, nous verrons en fonction et de la technique et de la situation sanitaire, de la façon dont ils se tiendront. Voilà, donc je remets la délibération au vote et en faisant comme il est convenu dans cette délibération, Madame Hortin, puisqu'il est prévu 2 choses. Le vote des délibérations interviendra par vote ou scrutin public organisé par appel nominal, où Madame le maire appellera les candidats qui souhaitent voter contre ou s'abstenir sur chaque délibération à se manifester par le biais de l'espace de discussion en direct dit chat. Alors pour votre bonne gouverne, le conseil est retransmis en direct, donc le chat est visible. Par contre, l'enregistrement n'enregistre pas les chats. C'est donc pour ça que je ferai un appel nominal pour les 2 délibérations. Donc, je prends la liste du conseil municipal pour cette première délibération en vous remerciant de me dire si vous vous abstenez, vous votez contre ou vous votez pour. Donc, Auger Martine, pour. Thierry Anceau. Je vote pour. Laure Leloup. Pour. Michael Glus. Pour. Cécile Bézier. Cécile Bézier. Khaled Belmeki. Je vote pour. Je vous remercie d'éteindre les micros pour ceux qui ne répondent pas au vote. Parce qu'il y a de la friture. J'ai encore des micros d'ouvert. Est-ce que vous pouvez les éteindre, s'il vous plaît? Merci. Laurence Lopez. Je vote pour. Dominique Dugast. Pour. Dominique Dugast. Dominique Dugast. OK.
Nathalie Lapica. Je vote pour. Fabien Joyot. Pour. Capucine Leloup. Pour. Dominique Mansueto. Pour. Lisby Delaunay. Lisby Delaunay. Pour. Je vote pour. Moussa Chaibou. Moussa Chaibou. Pour. Luc Gemet. Luc Gemet. Marc Lefranc. Pour. Michel Laure. Pour. Odile Le Falaire. Pour. Valérie Guillain. Est-ce qu'elle a pu nous rejoindre? Ah non, elle a mis sur le chat qu'elle pouvait pas. Ouais, donc Valérie Guillain a mis sur le chat qu'elle avait. Alors j'ai le son sur mon ordi. Je suis pour, d'accord, mais ok, comme d'accord. Christelle Jolivet. Je suis pour. Maryvonne Hervy. Je suis pour. Valérie Thébault. Valérie Thébault. Pour. Émilienne Paca. Je vote pour. Damien Vallée. Je vote pour. Adrien Caille. Je vote pour. Jean-Luc Deroy. Contre. Joël Lebouvier. Pour. Joël Lebouvier. Comment? Contre. Contre. Rien, attends. Vous m'avez entendu ou Oui, pas? oui, c'est bon, je vous ai entendu. Madame Auger, juste une chose. Je n'ai jamais rien reçu et c'est difficile de se manifester quand on ne sait pas qu'on doit recevoir quelque chose. Non, mais vous appartenez à un groupe, Madame Lebouvier. Laissez-moi terminer le vote de la délibération, s'il vous plaît. D'accord. Madame Grousseau. Ça y est, je connecte. Madame Grousseau. Madame Grousseau, je ne sais pas si c'est vous qui parlez, mais on n'entend rien du tout. Donc, si vous pouvez mettre votre vote dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Madame Charpentier. Contre. Madame Beck. Contre. Monsieur Mercier. Contre. Est-ce que... Contre. Oui, merci, j'ai entendu Monsieur Mercier. Juste, il y a encore une... Donc, Madame Grousseau, contre. Madame Heurtin. Contre. Monsieur Goujon. Je vote contre. Et donc, Monsieur Dominique Dugast. Pour. Je vote et pour. Luc Gemet. Vote pour. Ok, très bien. Donc, ce qui nous donne 8 contre. Je compte les votes dans le chat, même si, enfin, ils comptent, hein, ils sont valables. Hein, de toute façon, les élus se sont prononcés. Donc, je vous remercie pour cette délibération. Nous allons donc passer à la délibération suivante. Et je vais donc laisser la parole à Michael Glus. Bonsoir tout le monde. Je vais redonner du sens et du contexte global par rapport à ce débat d'orientation budgétaire et rappeler un peu l'essentiel. Dans le contexte général, comme vous le savez, l'année 2020 aura été marquée par l'épidémie Covid-19. Depuis, l'économie mondiale évolue au rythme de la pandémie et des mesures de restriction imposées pour y faire face. Ils font écho avec notre actualité au jour d'aujourd'hui. On m'appelle, je sais pas dire. Excusez-moi, il y a des micros qui ne sont pas éteints et on vous entend. Merci de les éteindre. Merci Madame le maire. Les gouvernements cherchant à enrayer donc la vitesse de propagation de l'épidémie ont eu largement recours à des mesures de confinement, ce qui a entraîné le choc économique et un choc à l'échelle mondiale.
Au sein de chaque pays, les pertes d'activité économique sont loin d'être uniformes et maîtrisées. L'impact global à court terme de la crise sanitaire dépend du degré de sévérité des restrictions, lui-même lié à l'intensité de l'épidémie. Après une chute record de l'activité du premier semestre, les déconfinements progressifs au début de l'été sont traduits mécaniquement par un fort rebond, toutefois en retrait par rapport à 2019. En France, la crise sanitaire a conduit à une contraction du PIB sans précédent en temps de paix, moins 20% à peu près, sur un an au second trimestre. Même si la consommation a rebondi dès le mois de juin, le total du PIB 2020 devrait chuter à hauteur de 11% avant de revenir à 6%, entre 4,5 et 6% en 2021 selon les prévisions gouvernementales. En 2021 et 2022, l'amélioration progressive de la situation sanitaire devrait se traduire par un net rebond de l'économie française qui lui permettrait, selon des scénarios dits médians par la Banque centrale, de retrouver mi-2022 son niveau de PIB fin 2019. Dans ce scénario médian, le rebond de l'activité 2021 en France serait soutenu non seulement par celui de la consommation des ménages, aussi important pour le gouvernement que pour les collectivités, mais aussi notamment par celui de la demande publique. D'une part, l'activité du secteur public reviendrait à la normale, alors qu'elle a été fortement réduite durant le premier confinement. D'autre part, l'investissement public rebondirait nettement sous l'effet notamment du plan de relance. Les mesures du plan de relance à destination des ménages et des entreprises sont sous la forme des subventions ou transferts, contribueraient également à renforcer le rebond de l'investissement privé en 2021. La baisse des impôts sur la production renforcerait les marges des entreprises, avec très progressivement des effets de l'activité. À l'inverse, un mouvement de déstockage durable de la part des entreprises pèserait sur la reprise du PIB, en particulier sur 2021. Au-delà de l'incertitude que nous vivons actuellement, concernant l'évolution de l'épidémie en France, d'autres aléas peuvent affecter cette projection. Sur le Brexit, les conséquences de l'accord entre le Royaume-Uni et l'Union européenne sont encore difficiles à mesurer et devraient toutefois impacter certains secteurs. Sur le plan intérieur, le rythme de consommation de surplus considérable d'épargne accumulée en 2020 jouera également un rôle important dans l'évolution de la consommation des ménages français. Il pourrait être plus important ou plus rapide que dans une prévision centrale, mais à l'inverse, les ménages pourraient vouloir constituer une épargne de précaution supplémentaire dans un contexte de marché du travail fragile. S'agissant de l'inflation, si les évolutions macroéconomiques d'ensemble impliquent a priori une faible dynamisme des prix, ces derniers pourraient se redresser plus franchement à mesure de la situation macroéconomique qui s'améliore et que certains secteurs pourraient chercher à rétablir une situation de profitabilité. Dans son budget 2021, l'État prévoit un déficit public à hauteur de 8,5% du PIB, encore élevé, mais en fort repli attendu, après un déficit record de 11,32% en 2020, sur la base de reprise économique espérée. Dans une dette publique au-dessus du niveau déjà record en 2020 à hauteur de 122,4% du PIB. La Banque centrale européenne contribue au soutien de l'économie en augmentant son enveloppe d'achat d'actifs, mais aussi en maintenant des taux très bas, ce qui permet aux entreprises, aux collectivités, y compris aux particuliers aujourd'hui, d'investir sur des biens de consommation, sur des biens publics. Une croissance de 6,2% de la consommation des ménages est attendue après une chute de 8%. Le pouvoir d'achat des ménages devrait également connaître une hausse de 1,5% après une baisse inédite de 0,5% anticipée pour 2020. Le déficit commercial devrait se limiter à 68 milliards après s'être creusé à 79 milliards en 2020. Cela nous amène à la loi de finances 2021. La loi de finances 2021 fait apparaître plusieurs mesures fortes des conséquences de la crise économique actuelle et la poursuite des réformes engagées depuis plusieurs années. D'une part, un plan de relance de 100 milliards d'euros sur 2 ans, 30 milliards dédiés à la transition écologique, 35 à la réindustrialisation du pays et à la compétitivité des entreprises, et 35 pour la cohésion sociale et territoriale. 2 axes forts dans lesquels la commune souhaite s'y inscrire. La prévision de la baisse de 10 milliards d'euros sur les impôts de production, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et la cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière. La stabilisation des dotations de l'État avec une hausse de péréquation verticale, entre autres sur les dotations DSR et DSU, au sein d'une enveloppe stable. Par ailleurs, la suppression de la taxe d'habitation obligera à une redéfinition des indicateurs nécessaires au calcul de la péréquation. Le soutien aux investissements locaux est maintenu à travers le montant de 570 millions d'euros de l'ADSIL. La poursuite de la réforme de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour les 20% qui continuent à payer en 2021 pour une fin en 2023. Ces réformes entraînent un pouvoir de taux recentré uniquement sur le foncier.
Les communes sont compensées de la perte de la taxe d'habitation par le transfert de la part départementale de la taxe foncière bâtie avec une application d'un coefficient correcteur pour neutraliser les sur- ou sous-compensations. La réforme de l'automatisation de la FCTVA sur 3 ans, avec une attention particulière sur l'assiette des dépenses éligibles. L'absence de compensation liée à la crise sanitaire, notamment pour les EPCI, dont notre métropole, qui ont constaté une perte importante de leur fiscalité. Ceci dans un contexte de refonte du pacte fiscal avec Nantes Métropole. La crise sanitaire a fragilisé les équilibres financiers et l'autofinancement par des effets mécaniques du fait de l'augmentation des dépenses sanitaires, mais également de la baisse des recettes. Cette dernière est pour l'essentiel due à des pertes de recettes touristiques d'un point de vue national. La clause de sauvegarde créée en 2020 est maintenue en 2021, mais d'une envergure bien moindre que la prévision. Globalement, les collectivités territoriales ont maintenu leur investissement en 2020, mais les ont détournés du bâti, malgré la dégradation du patrimoine depuis plusieurs années, au profit du soutien des entreprises. Dans l'attente de connaître l'impact de la crise sanitaire, les collectivités territoriales maintiennent une trésorerie de précaution. La crise sanitaire suivie de la crise économique fait par ailleurs craindre une hausse des demandes en termes d'action sociale, ce qui entraîne une incertitude sur les politiques publiques à mener. Une autre incertitude persiste, avec l'attitude de l'État, après la crise, pour résorber la dette publique. Dans le passé, il avait été mis les collectivités locales à contribution pour la réduire par la baisse importante de dotations. Les collectivités ont également été sollicitées pour prendre en charge des dépenses exceptionnelles et imprévues relatives à la protection sanitaire des populations et des agents territoriaux. Avec le confinement, elles ont aussi dû faire face à une perte de ressources liée à la baisse, voire l'absence de recettes tarifaires et une diminution de leur fiscalité indirecte en lien avec l'activité économique. Or, force est de constater que la visibilité des collectivités sur leurs finances est de plus en plus restreinte et les compensations limitées. Fragilisées par ces diverses réformes, les collectivités territoriales voient leur autonomie fiscale et financière être mise à mal. Gel des taux, réduction des bases de modification de leur évaluation, revalorisation des bases aléatoires et incertaines. Cette dépendance financière, grandissante à l'État, ne fait qu'amplifier un contexte financier déjà contraint et incertain. La ville des Thoirets s'évertuera cependant à tenir ses objectifs de rigueur dans sa gestion financière et budgétaire afin de conserver la capacité à investir tout en mobilisant raisonnablement l'emploi. Cela me permet de rappeler les orientations budgétaires de la commune. Compte tenu de la période de début de mandat, de la situation économique actuelle, la commune est en cours d'élaboration d'une prospective budgétaire 2022-2026, assortie d'un programme pluriannuel d'investissement prévisionnel pour définir une politique financière et les orientations qui doivent la guider. L'année 2021 sera ainsi consacrée à arrêter la stratégie financière et à planifier les investissements. Cependant, depuis sa prise de fonction en juillet 2020, la nouvelle équipe municipale a fait les constats suivants. L'état du patrimoine bâti est très dégradé, conséquence d'un sous-investissement chronique dans l'entretien des bâtiments publics au cours de ces dernières années. Exemple, la salle des sports, la hallebarderie, du matériel technique, etc. Pour rappel, les dépenses moyennes d'investissement sur notre commune est de 226 € par habitant contre 303 € par habitant sur même strate. Ce défaut d'entretien impliquera non seulement un effet de rattrapage sur les investissements avec déjà un surcoût en termes de maintenance, mais également un surcoût en termes de réhabilitation. Les investissements sont dans le domaine scolaire, en lien avec la croissance des effectifs, ont été décidés trop tardivement. Ils n'ont pas été réalisés dans les temps, conduisant à des solutions provisoires, coûteuses, non satisfaisantes. Cela n'a pas permis d'utiliser de manière efficiente les capacités d'investissement du dernier mandat, amputant une partie du mandat en cours. L'organisation et le fonctionnement des services présentés d'importants dysfonctionnements, fruit d'une gestion essentiellement comptable et à court terme des postes ayant entraîné une dégradation dans l'efficience du service public. Cette situation nécessite d'adapter certains services, de repenser l'organisation et de mettre en place une véritable politique de gestion des emplois et des compétences, tout en offrant aux agents des conditions de travail optimales. La politique menée sur le logement social ces dernières années place aujourd'hui la commune en situation de fragilité vis-à-vis des obligations au titre de la loi SRU, perspective de carence évoquée par la préfecture en début de mandat, risquant de grever lourdement le budget communal des prochaines années. Les engagements pris par la municipalité précédente sur le programme triennal 2017-2019 n'ont pas été tenus. La commune devra non seulement réaliser une prochaine triennale 2020-2022, ce qui n'a pas été fait auparavant, mais elle risque également de voir sa pénalité SRU augmenter. De plus,
Les réserves foncières de la commune sont insuffisantes pour pouvoir agir rapidement sur le dossier logement. Cette situation s'impose à la nouvelle équipe municipale et aura des conséquences sur l'ensemble des futures orientations en matière budgétaire. Conformément aux engagements pris lors de la campagne électorale, les grandes orientations de la politique de la nouvelle équipe municipale s'articulent autour de 3 transitions écologiques, sociales et démocratiques. Et elles font parfaitement écho par rapport aux questions qui ont été posées lors du dernier conseil municipal. La transition écologique et environnementale. L'urgence de changement climatique nous impose de nous engager tous sans tarder en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à lutter contre les pollutions et la production de déchets, contre l'artificialisation des terres et pour le maintien de la biodiversité. Les actions publiques menées de concert avec la métropole, pour celles qui relèvent de son champ de compétences, seront prioritairement orientées vers la préservation et le développement des espaces verts et boisés. Un arbre, un arbre pour une naissance, des jardinières potagers, le développement des modes de déplacement doux et la sécurisation des usagers, l'apaisement de la circulation automobile et le développement de l'écomobilité, dont les pistes cyclables et l'amélioration des transports en commun, un programme de maîtrise énergétique des bâtiments, l'éducation à l'environnement en développant les interventions en périscolaire, le partenariat avec une association locale de sensibilisation au respect de la nature, le rappel d'éco-gestes dans l'éco, l'installation d'une ferme maraîchère pédagogique. Une meilleure maîtrise du foncier pour adapter l'évolution urbaine au respect de l'environnement et limiter l'étalement urbain. Entre autres, l'acquisition foncière en centre-ville et permettant le renouvellement urbain. La réduction des déchets avec le début du compostage collectif, la lutte contre le gaspillage dans les cantines scolaires. Le deuxième volet porte sur la transition sociale. Les communes et les intercommunalités sont aux avant-postes des politiques de solidarité. En effet, elles sont les acteurs majeurs pour garantir à chacun le droit au logement, aux soins, à l'éducation, à l'alimentation, à la culture, aux loisirs pour permettre à tous de vivre mieux. Dans les politiques, les services et les équipements publics sont les premiers leviers de la lutte contre l'inégalité sociale. La solidarité s'exercera prioritairement au travers des actions dans les domaines suivants. Une alimentation saine et équilibrée avec la construction d'une cuisine centrale préparant et cuisinant sur place à partir de la production d'une ferme maraîchère et des circuits courts, le repas des écoles, le lancement d'une réflexion autour de l'alimentation et la santé. Des investissements qui favorisent le lien social et la vie ensemble, des équipements au parc des sports, par exemple, la mise en place d'un plan de relance aux associations sportives et culturelles favorisant l'épanouissement des Thoiréens et Thoiréennes, avec une révision des critères d'attribution en concertation avec le monde associatif, une révision de la tarification des services communaux afin de rendre plus solidaire, une politique culturelle orientée vers un accès facilité pour tous à la culture, le développement du lien entre culture-environnement et culture-éducation, le développement de la médiathèque. Un plan handicap communal, tout en poursuivant le plan ADAP pour garantir l'accessibilité des bâtiments publics, la mise en cohérence des travaux des voiries avec l'accessibilité des trottoirs aux personnes en fauteuil roulant, des actions de sensibilisation, la prise en compte de l'intégration du handicap dans l'ensemble des projets menés. Des actions en faveur du logement social dans un double souci de respect de nos obligations dans ce domaine, loi SRU et loi Elan, tout en favorisant au maximum la mixité sociale et le cadre de vie. La mise en place d'une analyse des besoins sociaux pour identifier les caractéristiques de la population thoiréenne et mieux identifier ses besoins. La poursuite du soutien au centre communal d'action sociale dans sa mission d'accompagnement des habitants en situation de précarité ou fragilité et notamment l'aide aux pratiques sportives et culturelles pour les enfants de ces publics. Le développement de l'action de la Maison des Familles avec des actions autour de la parentalité, de la fracture numérique, de l'intergénérationnel. Le développement de BASIC, bourse aux actions solitaires et initiatives citoyennes, mise en place suite au succès du registre de vigilance et de solidarité. Le troisième volet porte sur la transition démocratique. La commune est le premier échelon de la démocratie, il y a le guichet républicain. Associer les citoyens au projet, aux décisions de la commune permet de faire émerger des projets plus aboutis et mieux partagés. Par nature transversale, cette dimension démocratie imprègne l'ensemble des politiques publiques. Elle se déclinera plus particulièrement à travers des actions suivantes. L'information aux habitants à l'aide des moyens de communication actuels, la mise en place à l'issue de chaque conseil municipal du moment de débat sur les questions d'intérêt général soulevées en amont par les Thoiréens et Thoiréennes, la concertation
avec les habitants qui seront associés à l'élaboration des grands projets d'urbanisme, d'aménagement, d'équipement au travers d'ateliers, de réunions publiques, entre autres les dernières tranches de travaux sur la ZAC des Duruisseaux et l'aménagement du centre-bourg. L'actualisation du projet éducatif de territoire, la mise en place d'une charte citoyenne et d'un budget participatif dont les projets seront proposés et décidés par les habitants. C'est une politique ambitieuse mais responsable pour laquelle nous saurons préserver les grands équilibres financiers de la commune tout en amenant les services publics au niveau attendu d'une commune de plus de 10 000 habitants. Cela nous amène au budget. Au niveau du bloc, le fonctionnement, du budget de fonctionnement. Le choc financier exceptionnel de la crise sanitaire traversée en 2020 et l'incertitude sur une projection économique comme évoqué précédemment renforcent la nécessité de déploiement d'une stratégie financière adaptée pour répondre à la fois aux besoins réels de fonctionnement à destination des usagers et des habitants, tout en maîtrisant les charges de gestion courante. Le recouvrement des postes vacants et la baisse de certaines dotations et participations ont pour conséquence une augmentation mécanique des coûts fixes sur 2021 et une stabilisation des produits de gestion courante avec une épargne brute valorisée à plus de 2 283 000 €. Le coefficient d'autofinancement courant, c'est-à-dire la possibilité pour une commune de financer une fois payé l'ensemble des dépenses courantes, des opérations plus importantes est inférieur au seuil d'alerte qui est de 1. Un ratio aujourd'hui, ratio à 0,86 sur l'ensemble du mandat. Au niveau des impôts et taxes, aucune augmentation des taux n'est prévue sur le mandat. La fin de réforme de la taxe d'habitation entraîne une stagnation de la plus grosse part de notre fiscalité, la compensation par la partie foncière bâtie du département étant figée par les taux. De plus, les reports précédents de la construction de nouveaux logements sur le programme de la ZAC des Duruisseaux entraînent également un très net ralentissement de l'évolution du produit fiscal, avec une moyenne d'augmentation de 2,65% entre 2021 et 2026, contre 3,96% sur le mandat précédent. Le renouvellement du pacte financier avec la métropole ne permet pas à ce jour d'avoir des certitudes sur l'attribution de la compensation et sur la dotation de solidarité communautaire. Les projections anticipent enfin le maintien de la taxe des droits de mutation à un niveau de 375 000 € par an, après de très bonnes années précédentes, à plus de 470 000 € en 2017 et 2019 et 400 000 € en 2018 et 2020. Il convient cependant de rester dans l'ensemble vigilant lié à cette baisse de dynamique fiscale au sein de notre commune. Les dotations de subventions et participations. La DGF s'est stabilisée pour l'année 2021 au niveau national, ce qui entraîne une légère baisse suite à la poursuite de l'écrêtement compensé par partie de la part dynamique de la population. 2019 a été la dernière année de perception liée à la perte de la DSR pour 136 000 €. Le partenariat avec la Caisse d'allocation familiale se poursuit sur la politique enfant-jeunesse avec la nouvelle convention territoriale globale qui permet de soutenir des actions en faveur des enfants. Pour mémoire, la baisse des dotations globales sur notre collectivité est de moins de 40% de 2014 à 2020. Au niveau de la tarification, le confinement puis la généralisation du télétravail ont entraîné un changement d'habitude des familles. En effet, si la restauration scolaire continue à servir un nombre de repas élevé, l'accueil périscolaire a vu, quant à lui, sa fréquentation diminuer de près de 20% après le déconfinement. L'accueil de loisirs a conservé un très bon taux d'occupation. Pour 2021, l'estimation de l'évolution du produit des services reste inférieure à 2019, avec une prudence sur l'exercice 2021. La commune envisage plutôt un retour en 2022 du niveau 2019, avec une reprise espérée de l'activité économique. Le versement des produits fabriqués est estimé à 1 155 000 € sur 2021, soit moins 12% par rapport à l'exercice 2019. Les années suivantes, 2022 et jusqu'à 2024, constateront une stagnation, une légère hausse en tout cas des produits structurés. Au niveau du personnel, la masse salariale est le premier poste de dépense, comme vous le savez, de la collectivité. Il représente 65-66% des dépenses réelles de fonctionnement. On constate une forte baisse de 4,32% en 2021, correspondant à l'impact Covid, et à une baisse du recours aux non-titulaires. Cela s'explique aussi par la reprise lente d'activité de certains services municipaux, mais aussi par les vacances de poste, directeurs des services techniques, chargés de marchés publics, maisons des familles, etc. Le temps de travail effectif des agents à temps plein est de 1607 heures annuelles. La structure des effectifs par filière en nombre au 1er janvier 2021 est la suivante.
36 postes au niveau service technique, 29 postes au niveau au niveau administratif, 17 postes au niveau médico-social, 1 poste pour la culture et 28 postes au niveau animation. Le montant de la masse salariale sur 2021 devrait s'élever à hauteur de 5 360 000 euros répartis de la façon suivante. Dans le plus gros bloc, 3 784 000 euros liés au traitement indiciaire brut, 894 000 euros sur la rémunération des contractuels et 532 000 euros sur le régime indemnitaire. Jusqu'en 2024, la projection de l'évolution de la masse salariale est de 2,5% par an. Cette évolution sera accompagnée par la mise en œuvre d'une véritable politique des ressources humaines, d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin de recouvrer une efficience des services, un bien-être au travail pour les agents et une attractivité de la commune à hauteur du nombre de ses administrés. Les autres charges. La baisse de 14,67% sur les charges à caractère général constatée en 2020 suite à la crise sanitaire et après une hausse en 2020 de 12%, avec une reprise de l'ouverture des services et la poursuite de la location des modulaires pour l'école Joachim de Belley dans l'attente du fin de chantier. D'une part, une baisse des charges à caractère général, d'autre part, une augmentation des coûts induits liés à la location des modulaires sur le site de Joachim du Belley. À ça s'ajoute le maintien d'une évolution moyenne de 1,2% sur la période et une évolution exceptionnelle de l'enveloppe des subventions attribuées aux associations liées à l'effet Covid. Nous constatons une légère baisse des frais financiers malgré l'emprunt contracté en 2020 pour le financement de l'extension de l'école Joachim du Belley et la construction d'une salle d'évolution. La dynamique des dépenses de fonctionnement sera liée au développement des infrastructures nouvelles sur le programme JDB et les premières mesures phares du mandat. Pour assurer l'équilibre financier de la collectivité, les recherches d'optimisation des dépenses seront menées. L'établissement de l'audit financier ainsi que le diagnostic énergétique permettront de rendre des préconisations adaptées pour répondre à la fois aux exigences environnementales, perte énergétique des bâtiments publics, tout en maintenant le niveau de service rendu à la population et en garantissant durablement le plan de financement du projet politique. Au niveau de la capacité d'autofinancement et de l'épargne, maintien de la capacité d'autofinancement à un bon niveau, supérieur à 2 millions d'euros sur la période, et un taux d'épargne maintenu à 20% dans l'ensemble. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, baisse en 2021 du taux d'épargne brut, ainsi par effet mécanique de la CAF brute et de la CAF nette, qui s'explique par ce que j'évoquais précédemment en termes de recettes et de dépenses de fonctionnement. Les perspectives orientées sur 2024 maintiennent, comme évoqué, donc une stabilité du taux d'épargne brut à hauteur de 20% dans l'ensemble, 2 225 000 en 2024 sur la CAF brute et 1 387 000 en CAF net, en capacité d'autofinancement net. Concernant l'investissement, l'année 2021 sera donc consacrée aux études de programmation et de faisabilité pour les grands projets du mandat, tels que la cuisine centrale, la ferme maraîchère, le transfert de la SLH, les équipements du parc des sports et le lieu d'accueil pour les jeunes. Une enveloppe de près de 600 000 euros est prévue pour les investissements courants avec la remise en état des bâtiments et des équipements divers, 1 million d'euros pour la poursuite des réserves foncières, 120 000 euros pour un audit informatique et les actions nécessaires suite à ce diagnostic, 40 000 euros pour un diagnostic énergétique de tous les bâtiments communaux. La finalisation de l'école Joachim du Belley et du mobilier nécessaire sera mesurée à hauteur de 600 000 euros de provision. Avec les 3 656 000 euros de reste à réaliser sur 2020, suite au décalage des investissements 2020, le montant total d'investissement 2021 est donc de 6 417 000 euros. Pour chaque projet ou investissement de maintenance, les financements extérieurs seront systématiquement recherchés. Le plan de relance proposé par le gouvernement sera sollicité dans un premier temps pour le diagnostic énergétique, la rénovation thermique des bâtiments communaux via notamment la dotation de soutien à l'investissement local. Dans l'attente des chiffrages et des études lancées en 2021, l'enveloppe des investissements sera portée à 2 700 000 euros par an sur la période, ce qui constituerait une enveloppe globale de 16 millions d'euros sur le mandat, hors reste à réaliser de 2020. Cette première estimation sera affinée en 2021 à l'occasion de la construction du programme pluriannuel d'investissement qui précisera les prévisions annuelles d'investissement et leur financement sur la durée du mandat, à la suite des différents diagnostics et études préopérationnelles comme évoqué précédemment. Concernant la dette,
Nous arrivons au graphique Gisler. La structure de la dette montre une majorité de taux fixes, compte tenu des taux extrêmement bas constatés. Les derniers emprunts ont été contractualisés sur un taux fixe. Cet emprunt porte essentiellement au début de mandat sur la construction de GEH1, la finalisation de la construction de GEH1 du Bel Air à hauteur de 3 600 000 €. La répartition du taux fixe 1A est de 81,04%, donc en amélioration constatée par rapport à l'exercice 2019. Et le taux variable simple 1B donc est à 18,96%. On constate un encours qui augmente en 2020 suite à la réalisation de l'emprunt nécessaire pour le financement de l'école GEH1 du Bel Air. Néanmoins, la capacité de désendettement est maintenue à moins de 4 ans en 2024. Ce qui nous donne une orientation donc sur 2021 à 4,07 annuités, intégrant bien entendu l'emprunt nouveau contracté en début de mandat pour la construction GEH1 du Bel Air, et jusqu'en 2024 à hauteur de 3 annuités 63, rappelant que le seuil d'attention et de cette annuité et le seuil d'alerte en termes d'endettement sur les annuités cumulées est de 12 ans. La projection du capital, de la capacité des endettements et la projection du capital restant dû au 31 décembre, donc est valorisée à hauteur de 8 071 000 en 2024. En conclusion, dans une période de transition et de certitude, comme vous l'avez compris, 2021 et la suite de 2020, et on espère tous un peu se sortir de ce climat au-delà de l'incertitude, de doute et j'allais dire globalement d'angoisse. Les présentes orientations budgétaires traduisent la capacité de la commune à s'adapter afin de maintenir une trajectoire financière responsable. En matière de fonctionnement, une maîtrise sur les charges de gestion courante est nécessaire afin d'amortir le choc de la contraction et de la contraction des produits fiscaux. Comme évoqué précédemment, donc une perte des recettes constatées sur l'exercice 2020, avec des projections 2021 avec ces incertitudes. Après très peu de marge sur les recettes sans solliciter davantage de contribuables, des actions de rationalisation devront être menées. En matière d'investissement, avec une enveloppe de l'ordre de 16 millions d'euros de dépenses d'équipement sur le budget principal, la commune s'oriente vers un budget de transition écologique et sociale et devra tenir compte d'une capacité de financement fixée à 20%. La recherche de cofinancement sera essentielle pour accompagner les projets nouveaux. Merci pour cette présentation. Je crois qu'il y avait une intervention, alors je prends dans l'ordre, de Madame Lebouvier d'abord, qui souhaitait prendre la parole. Et puis ensuite, je donnerai la parole, je crois, c'est Cécile Hortin dans la foulée. Juste en préalable, donc vous avez bien évidemment tous réalisé que ce ROB était une nouvelle fois présenté en conseil municipal. En fait, une erreur matérielle s'était glissée dans la séance du 15 février avec un oubli notamment de 2 slides qui manquaient dans le rapport du ROB. Donc, nous avons pris la tâche de la préfecture dès le lendemain du conseil municipal pour savoir si ces 2 slides manquantes étaient suffisamment essentielles pour devoir repasser en conseil municipal. La réponse des services de la préfecture a été claire. Si l'unanimité des élus ne le souhaitait pas, ça n'était pas nécessaire puisque c'était des slides qui existaient auparavant. Si cependant un élu souhaitait que un nouveau conseil ait lieu, il fallait remettre en place un nouveau conseil. C'est donc ce que nous avons fait ce soir puisque plusieurs élus ont souhaité que ce conseil ait de nouveau lieu. Donc ça, c'était pour les erreurs matérielles concernant ce ROB. Il s'avère qu'en plus, nous sommes poursuivis par les erreurs techniques puisque manifestement, mais je pense que c'est là-dessus que Madame Lebouvier va intervenir, il y a un mail qui est parti à l'ensemble des conseils municipaux pour informer du conseil municipal avec le dossier. Et Madame Lebouvier semble ne pas avoir réceptionné son mail. Et puis enfin, la
page 17 du rapport d'orientation budgétaire a connu manifestement un problème de conversion de fichiers, puisque dans le document qui a été présenté, qui a été envoyé aux conseils municipaux, cette page 17, avec notamment une des 2 slides nouvelles, n'était pas lisible. Voilà pour vous expliquer le contexte de cette délibération. Madame Le Bouvier, je vous laisse la parole. Madame Le Bouvier ? Madame Le Bouvier ? Vous m'entendez ? Est-ce que vous pouvez me répondre dans le chat si vous m'entendez ? Madame Le Bouvier ? Vous m'entendez ? Oui. Du coup, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ? Madame Le Bouvier ? Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion par rapport à la connexion de Madame Le Bouvier. Je vais peut-être passer du coup la parole à Madame Heurtin. Madame Heurtin ? Oui, Madame Heurtin ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui, mais du coup, voilà, le micro de Madame Le Bouvier ne fonctionnait pas. OK. Donc, à vous, Madame Heurtin. Donc, merci Madame le maire. Effectivement, il y a tout juste un mois, vous nous avez présenté votre ROB pour lequel nous avions un certain nombre de remarques et de réserves ou de questions. Aujourd'hui, vous représentez ce dossier à l'ordre du jour d'un conseil municipal exceptionnel pour, suite à une erreur manifestement matérielle. Or, dans notre intervention, nous avions précisément soulevé ce point. Sur le volet recettes, votre document ne répond pas aux obligations légales puisqu'il devait évoquer des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elle présente notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité. Il manque donc la structure de la dette, à savoir sa répartition entre le taux fixe et le taux variable, ce qu'on appelle la charge Isler. De même, vous n'indiquez pas réellement si vous aurez recours à l'emprunt en 2021. D'ailleurs, votre nouveau document, vous venez de le rappeler, qui intègre également des chiffres chiffrés, enfin des éléments chiffrés sur l'ensemble des recettes d'investissement, mais toujours rien sur la dette, car il semblerait qu'une nouvelle erreur matérielle se soit glissée dans votre document et que personne n'a vérifié la complétude du document. En l'état, la délibération ne pourra donc, il nous semble, pas être votée puisque le document est incomplet. Nous ne cherchons absolument pas à bloquer le système, ce que vous semblez vouloir faire croire aux Thoiréens. Nous ne sommes pas revanchards, mais vigilants. Car être élu, ce n'est pas seulement se projeter dans les équipements de demain ou dans une communication débordante, mais c'est aussi et surtout gérer le quotidien dans le respect des lois et des règlements. Cela fait maintenant la 3e délibération depuis le début de votre mandature que nous sommes obligés de revoter, sans compter le contentieux en cours sur le règlement intérieur et la seconde présentation du ROB au CCAS qui a dû être prévu de nouveau, faute de vote lors de la présente instance. Quand allez-vous prendre la mesure de vos nouvelles responsabilités ? Le ROB est un élément structurant et impératif avant le vote du budget, ce dernier devant intervenir au plus tard le 15 avril. Cela devient urgent d'être vigilant. En complément et sans refaire l'intervention du 15 février que vous aviez jugée trop technique et pas assez politique, nous nous permettons de revenir sur les questions posées qui peuvent tout à fait intéresser les Thoiréens, quoi que vous en pensiez, et pour lesquelles nous n'avons à ce jour aucune réponse, préférant une réponse toute faite sans rapport avec notre intervention. Est-ce là le sens du débat d'orientation budgétaire ? Pour mémoire, les questions qui avaient été posées. Est-ce que l'audit financier diligenté par la ville fera l'objet d'une présentation en conseil municipal ? Le projet autour du scolaire et de la petite enfance prévoyait également une réhabilitation de Paul Fort, de la Hallebarderie 2, du restaurant scolaire de Paul Fort, ainsi que de la maison de l'enfance. Après l'abandon du multi-accueil, qu'en est-il des autres projets non évoqués dans votre ROB ? Vous notez des dysfonctionnements importants dans les services. Pouvez-vous nous indiquer lesquels et quelles adaptations entendez-vous mener ? En effet, la masse salariale augmentera de 2,5% en 2021. Quelles seront vos priorités, vos actions en la matière ? Quel sera votre plan d'action en matière de réserve foncière que vous jugez insuffisante et quel budget entendez-vous y consacrer ?
Par ailleurs, vous prévoyez 1 million d'euros en 2021. Pouvez-vous nous détailler les acquisitions envisagées? Vous évoquez la mise en place d'une tarification plus solidaire. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-ce à dire que les tarifs plafonds vont être augmentés? Quel est le calendrier de mise en œuvre pour cette réforme? Pouvez-vous nous indiquer les orientations du nouveau pacte métropolitain qui réglemente la participation financière de la métropole auprès des communes et les incidences éventuelles pour notre commune? Pouvez-vous nous indiquer le montant de l'enveloppe exceptionnelle liée au Covid de subventions et les critères retenus pour la répartition de ce fonds? Sur la performance énergétique et tout particulièrement sur le décret tertiaire qui implique les bâtiments publics, pouvez-vous nous indiquer quelle méthode allez-vous retenir pour répondre à cette obligation légale? Pouvez-vous nous confirmer que l'enveloppe de maintenance courante de 600 000 euros sera reconduite tous les ans? Et enfin, vous annoncez en conclusion une stagnation, voire une contraction des recettes fiscales. Pourtant, elles varient de 3,48% en 2021 et de 5,17% en 2022. C'est très loin d'une stagnation ou d'une contraction. Merci de votre attention et de vos réponses. Merci, Madame Meurtin. Alors, juste par rapport à quelques questions là que vous avez reprises effectivement du conseil municipal précédent, sur les projets Albarderie, Paul Fort, est-ce qu'on les a abandonnés? Nous n'avons absolument rien trouvé de projet entamé dans les cartons quand nous sommes arrivés, et le projet d'extension de Joachim du Bellay que vous avez réalisé impliquait, de votre point de vue et dans votre orientation politique précédente, effectivement, certainement des projets sur la Albarderie et Paul Fort. Nous avons pris acte de l'extension de Joachim du Bellay, opération que nous essayons tant bien que mal à mener et à finaliser dans un cadre budgétaire qui était loin d'être maîtrisé. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur l'exercice qu'avait fait Thierry Anceau au conseil municipal du 15 février. Sur les réserves foncières, sur la demande du détail du million sur les réserves foncières, vous n'êtes pas sans savoir que le foncier est tendu aujourd'hui sur la ville de Thoiret et qu'aujourd'hui nous n'avons pas une vision complète sur ce million. Voilà, c'est que nous verrons aussi en fonction des opportunités qui se présentent. Juste pour rappel, je pense que vous ne l'avez pas oublié, nous sommes arrivés le 4 juillet à la mairie de Thoiret et en 2 ou 3 mois, nous avons dû prendre des décisions pour préempter sur 2 ou 3 biens immobiliers. Donc, vous savez comme moi qu'on ne sait pas ce qui peut se présenter comme opportunité, mais néanmoins, nous avons été prudents et réservé 1 million pour ces réserves foncières. Sur la tarification solidaire, le calendrier, le plafond et que vous demandez, aujourd'hui, c'est un travail qui va s'engager, qui n'est pas encore engagé, mais cela fait partie des choses que nous allons mettre en place. Sur le nouveau pacte métropolitain et ses incidences sur Thoiret, je m'étonne que vous n'ayez pas plus d'informations que ça, Madame Heurtin, puisque le pacte métropolitain, comme je l'ai dit, devrait, en tout cas aux dernières nouvelles, être adopté au Conseil métropolitain de juin. Donc vous imaginez bien que les travaux viennent de commencer et que pour l'instant, il n'y a pas d'informations particulières sur ce sujet. Sur les critères de la répartition d'une enveloppe Covid particulière, nous verrons lors du budget ce qu'il en sera. Nous ne sommes pas en session budgétaire aujourd'hui. Sur les 600 000 euros de reconduction sur les travaux sur les années postérieures, nous verrons en fonction de la PPI et des projets que nous avons à mener aussi sur notre mandat correspondant au programme que l'on a présenté aux Thoiréens pour lesquels ils ont été élus. Et bien évidemment, cette enveloppe a été augmentée puisqu'elle était largement insuffisante pendant le mandat précédent et a laissé des équipements en piteux état. Voilà pour quelques réponses concernant le fond. Il y avait une question également au niveau de l'emprunt. Est-ce qu'il y a un nouvel emprunt 2021? La réponse est non. Pas de nouvel emprunt 2021. Merci, Michael. Sur la forme, puisque en fait vous êtes beaucoup sur la forme quand même, j'ai pas de souci pour assumer les erreurs matérielles, les erreurs techniques, ça arrive partout à tout le monde et nul n'est à l'abri.
Je me souviens d'un conseil municipal du mois de mai 2020 lors de l'approbation du budget, où vous aviez vous aussi fait une erreur, puisque dans l'envoi des documents pour les élus, il manquait une partie du budget qui réglementairement devait y figurer. Seulement, vous n'avez pas eu la même honnêteté et transparence que nous, c'est-à-dire que vous avez considéré que vous pouviez transmettre la totalité et l'intégralité des documents à la préfecture au contrôle de légalité, alors qu'ils ne nous avaient pas été transmis aux élus pour le conseil municipal. Donc ça, c'est le retour que j'avais eu en direct des services de la préfecture. Mais nous avons su rester à un moment donné dans un positionnement qui n'obérait pas le bon fonctionnement de la collectivité. Voilà, donc ça c'était pour la partie ne pas bloquer le système. Écoutez, j'attends de voir. Hein. Par contre, pas de problème pour prendre la mesure de mes responsabilités sur toutes les erreurs matérielles et techniques qui ont lieu pendant ces derniers conseils. Voilà. Alors du coup, je vais mettre la délibération en voix et je n'oublie pas Madame Le Bouvier. Donc, je vais mettre la délibération en voix en refaisant un appel. Du coup, alors, Auger Martine pour, Thierry Anceau. Je vote pour. Il y a une intervention qui est demandée de la part de Cécile, s'il vous plaît. Heurtin. Pardon. Madame Heurtin, une dernière intervention, s'il vous plaît, avant que je mette au vote la délibération. Oui, j'ai juste pas tellement bien compris votre remarque par rapport au pacte financier de Nantes Métropole. Je vous ai trouvé très insistante et je voudrais savoir le fond de votre pensée, parce que je trouve ça très étonnant comme remarque. Je ne vois pas pourquoi je serais plus au courant que d'autres de ce qui se passe sur le pacte métropolitain et financier. À ce stade, à partir du moment où il est évoqué, il me semble que vous siégez à la métropole et qu'on est tout à fait fondé à demander quand est-ce qu'il va intervenir. Il est censé gouverner, ou en tout cas s'appliquer sur le mandat. Le mandat, ça va presque faire 1 an qu'il est en forme. Donc, je trouve étonnant que pour une délibération qui doit être présentée en juin, il n'y ait aucune piste de travail actuellement. Mais voilà, c'est juste une remarque. Alors, aucune arrière-pensée dans mon propos, simplement c'est une question à laquelle je vous avais déjà répondu lors du conseil du 15 février. Voilà, c'est tout. Je reprends le vote. Donc Thierry Anceau pour, c'est ça? Oui, tout à fait, je vote pour. Merci. Laure Leloup. Pour. Michaël Glus. Pour. Cécile Bézier. Pour. Khaled Belmeki. Je vote pour. Laurence Lopez. Je vote pour. Dominique Dugast. Je vote pour. Nathalie Lapica. Je vote pour. Fabien Joyot. Je vote pour. Capucine Leloup. Pour. Dominique Mansueto. Dominique Mansueto. Je vote pour. Lisby Delaunay. Je vote. J'ai pas entendu Lisby. Lisby? Lisby? J'ai pas entendu. Je vote pour. Merci. Je suis un peu malade. Excuse-moi, je suis un peu malade. Moussa Chaibou. Je vote pour. Luc Gemet. Je vote pour. Marc Lefranc. Marc Lefranc. Oui, bah si, il veut bien. Je vote pour. Michel Laure. Je vote pour. Odile Le Falaire. Je vote pour, mais ça marche pas. Si, ça marche. On t'a entendu. Valérie Guillain. Alors, est-ce que quelqu'un peut... Lisby, je pense que tu peux éteindre ton micro. Donc, Valérie Guillain dans le chat vote pour. Christelle Jolivet. Pour. Maryvonne Hervy. Oui, je vote pour. Valérie Thébault. Valérie? Oui, pour. Merci. Émilie Mpaka.
Je vote pour. Damien Vallée. Je vote pour. Adrien Caille. Je vote pour. Jean-Luc Deroy. Contre. Joël Lebouvier. Du coup, Madame Lebouvier, si vous n'avez pas de micro, est-ce que vous pouvez utiliser le chat pour exprimer votre vote, s'il vous plaît? Madame Grousseau. Pareil pour Isabelle Grousseau, parce que du coup, je n'ai pas de retour. Anne Charpentier. Contre. Nadine Beck. Contre. Jérôme Mercier. Contre. Cécile Heurtin. Contre. Arnaud Goujon. Contre. Très bien, je vous remercie. Donc, il y a 8 votes contre le rapport d'orientation budgétaire. Madame Lebouvier, est-ce que vous avez capacité ou pas de prendre la parole? Répondez-moi dans le chat si c'est pas possible pour vous. Madame Lebouvier? Bon, apparemment, c'est pas possible pour Madame Lebouvier d'activer son micro. Et Madame Grousseau n'a pas exprimé son vote. Est-ce que Madame Grousseau peut l'exprimer dans le chat? Non? Bien. Donc, ça fera 7 contre. Non, elle a envoyé un chat à 20h16. Non, c'était sur la première délibération, Madame Beck. Autant pour moi. Alors, je fais un dernier appel à Madame Lebouvier si elle peut s'exprimer avec son micro, et sinon à Madame Grousseau pour exprimer son vote dans le chat. Et après, je clôture le vote. Bien. Donc, 7 contre et du coup, une abstention, puisque Madame Grousseau n'a pas exprimé, n'a pas pris part au vote, du coup. C'est même pas une abstention, c'est qu'elle n'a pas pris part au vote. Vous me confirmez, toi Réavance, que Madame Grousseau n'a pas pris part au vote? Écoutez, oui, effectivement, je pense qu'il y a une difficulté technique. J'essayais de voir Madame Lebouvier pour voir si elle y arrivait. Son micro, a priori, ne marche pas. Ne fonctionne pas, ouais. Et Madame Grousseau ne peut pas non plus... J'ai pas de nouvelles d'Isabelle Grousseau. J'en ai eu tout à l'heure, mais d'accord. Là, Donc visiblement, elle doit avoir un problème technique. Oui, justement, là, elle est en train de m'écrire. Elle me demande si on a voté, donc elle doit vraiment pas entendre. Bah, je vais lui dire de voter par le chat si elle peut. Mais bon. Bah écoutez, je vous laisse 20 secondes et puis. Voilà, je peux rien. Ouais, je comprends. Ok. Bon, bah écoutez, donc les votes sont clos, donc 7 contre. Je vous remercie pour cette délibération. Juste pour vous annoncer que le prochain conseil municipal aura lieu le 12 avril et que les commissions auront lieu. Alors pour la commission animation, action sociale et solidarité, le 30 mars. La commission aménagement, écologie et finances le 31 mars et la commission éducation, petite enfance, jeunesse et santé pour le 1er avril. Et je viens de voir arriver le vote d'Isabelle Grousseau contre, donc on le prend en compte, donc ça fait 8 contre. Merci. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir à tous.